Bonjour, nous allons travailler sur les lois continues. Pour commencer, nous allons prendre un exemple tout simple. Imaginez le coyote et Bip Bip. On le sait, on a l'habitude, c'est toujours le coyote qui tombe dans les fossés, dans les ravins. Il se fait toujours avoir. Imaginons qu'il tombe dans ce fossé ici, qui est immense, et qu'il vienne s'écraser ici à l'emplacement de la croix. Ce pauvre coyote, quand on regarde bien la largeur, il pouvait tout à fait tomber ici au milieu de la rivière. Ça aurait été mieux pour lui, il avait peut-être plus de chances de survie qu'à cet endroit-là. Eh bien voilà ce qu'on va faire. On va se poser la question, quelle est la probabilité si le coyote tombe dans ce fossé qui peut tomber n'importe où sur la ligne que j'ai tracée? Eh bien quelle est cette probabilité qu'il tombe justement dans la rivière, échappant ici à une mort certaine? Alors, on va noter x, la variable aléatoire, égale à la position de la chute. Les valeurs prises par x sont un intervalle entre 0 et 10. Donc, la probabilité qu'il tombe dans cet intervalle, elle est de 1. Donc, quelle est la probabilité de tomber dans la rivière? Si cette fois-ci, on considère que la rivière, c'est justement le petit intervalle entre 5 et 6. On va travailler toujours avec cette formule de probabilité et surtout de dénombrement qui est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Le nombre de cas favorables, si on considère qu'il tombait forcément entre 0 et 10, eh bien c'était donc 10 possibilités, on va dire, pour simuler. Et en fait, comme la largeur de l'intervalle ici, il est de 1, en fait, il a une largeur d'intervalle, cas favorable, sur les 10 largeurs d'intervalle possibles qui étaient ici. Alors vous voyez bien, c'est pas tout à fait un nombre, c'est plus une largeur d'intervalle sur lequel on travaille, mais il n'empêche qu'on comprend très bien qu'ici la probabilité de tomber dans la rivière, c'est bien 1 sur les 10 qu'il y avait. On va revenir là en termes de probabilité. La probabilité donc que notre variable aléatoire se situe entre 5 et 6, on a vu que c'était 1 sur 10. Alors, là, évidemment, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais on va transformer ça à l'inverse. On considère que c'est la primitive de x sur 10 entre 6 et 5, puisque l'intervalle 6-5, ça fait 1. Et donc, on pourrait se ramener à une intégrale entre 5 et 6 de 1 sur 10 dx, dont la primitive est donc 1 sur 10x. Eh bien, on vient de définir ce qu'on appelle une loi continue. Ça ne s'exprimera plus cette fois-ci avec des nombres entiers, comme on a pu le voir sur les variables aléatoires discrètes, mais avec des intervalles. Et on aura besoin d'une intégrale pour les définir. Revenons à un peu de théorie. D'abord, les variables continues. On part d'une variable aléatoire et on va dire que cette variable aléatoire est une variable continue si son intervalle de définition est R ou un intervalle de R, c'est-à-dire mettre plus des valeurs discrètes comme avant, mais un ensemble continu de valeurs, puisque dans un intervalle, il y a une infinité de valeurs possibles. Cette fois-ci, on va définir la probabilité que x se situe entre deux variables comme une intégrale d'une fonction qu'on va appeler une fonction de densité. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle fonction qu'on pourra utiliser pour ça. Dans notre exemple ici, on avait travaillé avec une fonction de densité qui était de 1 sur 10. Ces fonctions de densité, elles doivent toutes avoir cette caractéristique, c'est que l'intervalle sur l'intégrale sur l'intervalle i de définition de la variable aléatoire doit donner 1 pour être conforme aux probabilités. Donc ça, c'est la façon de définir les variables continues. On a une autre possibilité, c'est que si on travaille avec une primitive de f, eh bien cette primitive peut exprimer l'intégrale de moins l'infini à t de f de x dx. C'est aussi la probabilité que x soit inférieur ou égal à t. Alors bien sûr, ce n'est pas toutes les primitives, c'est la primitive qui vaudra exactement ça. On sait que les primitives, il y en a plusieurs à constante près, donc nous, c'est celle qui vaudra cette intégrale. C'est ce qu'on va appeler la fonction de répartition de notre variable x. Et on pourra donc exprimer des probabilités aussi avec cette fonction de répartition sans passer par le calcul intégral. En utilisant cette formule, la probabilité que x soit situé entre deux valeurs a et b, c'est f de b, fonction de répartition de b, moins f de a.
une petite pause pour parler de l'indicatrice. L'indicatrice, c'est un cas particulier de fonction qu'on pourra beaucoup utiliser pour les fonctions continues. Alors, le principe de l'indicatrice, avant d'expliquer à quoi ça sert, c'est de se dire cette fonction indicatrice qui se note 1 avec en indice un ensemble A qui peut être discret ou continu, un ensemble de valeurs ou alors un intervalle, eh bien ça vaut 1 si le x est dans l'ensemble A et ça vaut 0 sinon. Donc c'est une fonction qui ne vaut que 1 ou 0. Donc évidemment, si on est sur un intervalle, ça vaudra 1 sur un intervalle continu. Et si on est sur un ensemble discret, ben, ce sera un ensemble de petites valeurs qui valent 1. Alors, au départ, on va tenter ça, par exemple, sur l'intervalle 1,6. Eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va prendre une valeur qui est située dans cet intervalle, on va obtenir 1. Donc 4,5 vaut 1, mais si c'était 5, ça vaudrait 1. Si c'était 4,65, ça vaudrait 1. 4,66667, ça vaudrait 1, etc. Toutes les valeurs qui sont situées entre 1 et 6. De cette même façon, si on n'est pas situé entre 1 et 6, eh bien on vaut 0. Toutes les valeurs en dehors. 10, 15, 20, n'importe quelle valeur en dehors. Voilà. Alors, pour quelle raison on a besoin de cette indicatrice? Parce qu'en fait, plutôt que de travailler sur une fonction qui est définie sur un intervalle, on pourrait travailler sur R tout entier en ajoutant une indicatrice afin que la fonction soit définie partout. Par exemple, dans notre introduction, au lieu de se dire au départ on est limité sur l'intervalle 0,10, on peut se dire tout simplement, eh bien, on va rajouter une indicatrice de 0,10, ainsi c'est une limitation sur 0,10, en dehors ça vaut 0 partout. Sur l'intervalle 0,10, ça vaut 1 sur 10, puisque cette valeur vaut 1. Et donc, on se retrouve avec une fonction qui est définie sur l'ensemble de R et non pas sur 0,10. Et c'est à ça que va servir l'indicatrice. Un petit peu de calcul nécessaire à ces lois continues. Donc, il va y avoir d'abord l'espérance. Ici, alors on a déjà parlé de la fonction de répartition qu'on peut considérer comme un calcul, mais l'espérance qui s'écrit E de x ou x bar, qu'on appelle aussi la moyenne, qui se calcule comme une intégrale, là aussi on rajoute un x devant la fonction de densité. La variance, qui est l'espérance de x carré moins l'espérance calculée au-dessus au carré, avec cette valeur pour l'espérance de x carré, la même chose que précédemment avec un x carré. Ça, ce sont les deux paramètres de calcul des lois discrètes. On fait un petit exemple ici. Par exemple, avec notre fonction à densité, celle qu'on a choisie, 1 sur 10, ou 1 sur 10 indicatrice, si on veut oublier cette phrase-là. Quand on va faire l'intégrale, donc sur moins l'infini plus l'infini, en fait, tout ce qui est situé en dehors de 0,10, ben, ce sera 0. Donc on peut oublier les intégrales qui sont au-delà de 0,10, qui limitent notre intervalle à 0,10. Au-delà, la fonction, elle vaut 0 et en deçà aussi, de x sur 10, qu'on primitive comme on en a l'habitude ici, et c'est ce qui nous donne ici la moyenne. Assez logique, un 5 de moyenne pour notre intervalle qui est de 0 à 10. On fait pareil pour le x carré qui est à calculer avant la variance, évidemment. Donc là, pareil, on peut se limiter à 0,10, x carré sur 10, on obtient sa primitive et on fait ce calcul. La variance, c'est donc ce qu'on a obtenu juste au-dessus, moins l'espérance 5 au carré. On le calcule et on obtiendra l'écart type qui est la racine carrée de tout ça. Je rappelle que l'écart type, c'est une mesure de dispersion. La moyenne, c'est la valeur moyenne, c'est classique. De 88, c'est une mesure, on peut se dire que la majorité des valeurs de cet intervalle est située entre à peu près la moyenne plus l'écart type et la moyenne moins l'écart type pour donner un ordre de grandeur, même si ce n'est pas tout à fait exactement ça. Donc l'écart type d'ailleurs doit se situer forcément à peu près dans l'intervalle quand on l'ajoute à la moyenne ou qu'on le soustrait à la moyenne. Parlons un peu des lois usuelles continues. J'en ai listé 3 ici. La première qui est la loi uniforme, une loi très classique. Donc cette loi uniforme, elle a une densité qui est comme celle-ci, donc 1 sur b-1, indicatrice de AB de x. C'est la loi d'un intervalle.
pour expliquer en exemple, eh bien c'est exactement cette loi-là qu'on a utilisée jusqu'à présent, celle du coyote dans son intervalle de 0 à 10. Si on prend au hasard un nombre entre 0 et 10, donc comme la chute du coyote qui tombe au hasard entre les deux, eh bien on est sur une loi uniforme puisqu'on fait 1 sur 10 moins 0, indicatrice de 0 à 10. Donc on est sur la loi uniforme, la probabilité qui tombe dans la rivière, donc la probabilité entre 5 et 6, c'est bien l'intégrale de la fonction de densité, comme on l'avait expliqué précédemment. Donc cette loi uniforme va servir dans le cas d'un événement qui survient au hasard sur un intervalle, donc sur un lieu, ou sur une durée. Là, on a pris un exemple d'intervalle avec la rivière. On pourrait travailler sur une durée avec au hasard un instant sur une heure donnée. Voilà. L'espérance, elle est connue, calculée. La variance aussi, et ça nous permet, si on a repéré cette loi, une loi comme étant une loi uniforme, de n'avoir aucun calcul à faire, si ce n'est un petit peu de calcul probabiliste ici et d'intégrale. On a directement l'espérance et la variance qui est donnée. Une deuxième loi possible, c'est la loi exponentielle, deuxième loi connue. Donc cette loi exponentielle qui se note ici, exponentielle de lambda, on expliquera ce qu'est lambda juste en dessous. Avec une densité qui est donnée ici, en fait, l'indicatrice signifie qu'en fait, la fonction, elle est donc elle vaut ça sur les valeurs positives, et sur le négatif, elle vaut 0, elle n'existe pas, cette densité, elle vaut 0. La fonction de répartition, c'est pareil, on peut la calculer, puisque la fonction de densité, elle est connue, donc elle est facile, elle n'était moins pour la loi uniforme, c'est pour ça qu'on l'a laissée de côté. Elle vaut 1 moins exponentielle moins lambda t pour un t positif. Donc, l'utilisation de cette loi exponentielle, c'est la loi qui correspond à la première panne sur un système donné, avec le lambda qui est le nombre de pannes par unité, ou 1 sur le temps moyen entre deux pannes. Voilà la valeur du paramètre. Je prends un petit exemple ici, par exemple, avec une cafetière Senseo, qui, on dirait, tombe en panne après 2 ans et demi. C'est un exemple, hein, j'en sais rien. Imaginons 6 mois après la fin de la garantie, j'achète une cafetière et je me pose la probabilité qu'elle dure 5 ans au démarrage, sachant que je sais qu'à peu près elle tombe en panne à peu près 2 ans et demi. Donc je fais l'exponentielle, je reconnais l'exponentielle puisqu'on est sur le cas de panne. Donc le temps moyen entre deux pannes, bah, c'est 2 ans et demi, hein, le temps de démarrage. Donc 1 sur 2 ans et demi. Le paramètre, comme cette valeur-là. Voilà. Je calcule la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. D'abord, je vais utiliser la fonction de répartition qui est plus simple. Donc, c'est 1 moins p de x inférieur strictement à 5. Une des propriétés des probabilités, mais qui est bien compris puisque c'est l'événement contraire ici. Hein, 1 moins l'événement contraire. 1 moins f de 5, puisque ça, c'est la densité. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais la valeur, l'inférieur ou égal strictement ou l'égalité n'a aucune importance puisque la probabilité d'une valeur, c'est 0. C'est des lois continues, une valeur, ça peut être 0,222222532, bah forcément, c'est pas possible, c'est 0. C'est juste sur un intervalle que la probabilité n'est pas nulle. Donc 1 moins f de 5, là c'est exactement la densité. Je traduis f de 5 par sa valeur, moins 5 sur 2,5, et j'obtiens la probabilité. Alors, intéressant à remarquer, ça veut dire qu'elle a 13,5% de chance de tenir 5 ans au minimum. Voilà. Par exemple, pour montrer qu'on peut faire tout avec ces probabilités comme d'habitude, si on considère qu'elle a déjà tenu 2 ans, et je me pose la probabilité qu'elle en tienne 5, alors attention, là on est sur une loi conditionnelle, probabilité qu'elle en tienne plus de 5, sachant qu'elle en a tendu plus de 2, ou j'ai mis supérieur ou égal. Donc, l'intersection des probabilités sur P de x supérieur strictement à 2, je vous ai dit que le strictement et le supérieur ou égal n'avaient pas d'importance. Par contre, là, si on cumule les deux, c'est le x supérieur ou égal à 5 qui est le plus petit, donc c'est celui-là qui va l'emporter sur les deux, puisqu'elle peut, si elle est supérieure à 2 et supérieure à 5, bah elle est supérieure à 5, quand elle est supérieure à 5, elle est supérieure à 2. Et je calcule donc les deux avec la formule de précédemment. Là, j'ai repris celle du dessus, puis là, j'ai appliqué le nouveau. Et j'obtiens 0,3, donc 30% de chance qu'elle tienne plus de 5 ans si elle a déjà tenu 2 ans. On connaît là aussi l'espérance et la variance de cette deuxième loi classique. La troisième loi classique, c'est toute
enfin les lois classiques, on va dire ici, ce sont toutes les lois normales possibles. Il faut savoir que ces lois normales, elles sont très utilisées, c'est vraiment les lois continues les plus utilisées, et c'est la raison pour laquelle que ça donnera lieu à un chapitre particulier, une vidéo particulière. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt.